Nous poursuivons nos travaux et nous accueillons Madame Rosanne Meriem et Monsieur Gabriel Fraga, respectivement président et vice-président de l'Association nationale des directeurs et des cadres de l'éducation des villes et des collectivités territoriales. Vous représentez donc les cadres territoriaux, vous avez un œil particulièrement aiguisé sur ces questions. Chacun se souvient que dans les communes, c'est la moitié du budget, l'école. Et donc, en tant que fonctionnaires territoriaux, vous administrez, quand vous pesez votre attention sur les questions d'école, la moitié du budget. Donc, le plus simple, c'est, Madame la Présidente, c'est de vous donner la parole, et ensuite, Monsieur le rapporteur vous posera des questions, et mes collègues, nos collègues, vous interrogeront également. Voilà. J'imagine ici. Voilà, c'est très intuitif, tout va bien. Donc, Rosanne Meriem, effectivement, je suis présidente de l'ANDEF. Donc, l'ANDEF, c'est l'Association nationale des cadres, directeurs, directrices territoriaux, des villes, départements et régions. Donc, on représente en fait des fonctionnaires territoriaux qui interviennent dans les différents niveaux des collectivités territoriales, en intégrant également l'intercommunalité. L'association représente autour de 800 adhérents. Adhérents et adhérentes, bien entendu, qui représentent l'ensemble des territoires nationaux, c'est-à-dire que dans nos adhérents, nous avons les plus grandes villes de France, donc Paris, Lyon, Marseille, enfin toutes les plus grandes villes, avec la plupart de nos adhérents qui sont à l'image de la représentation territoriale dans des collectivités de 20 à 50 000 habitants, mais nous avons aussi un grand nombre de nos adhérents qui interviennent en milieu rural et également dans les territoires ultramarins. Donc on a une représentation qui représente en fait la diversité des territoires nationaux. Notre enjeu ou ce qu'on porte au sein de l'association, bien entendu, c'est l'animation des projets éducatifs territoriaux, c'est-à-dire qu'on inscrit notre action dans le parcours de vie de l'enfant et du jeune, de la petite enfance jusqu'à 25 ou 30 ans, en fonction des territoires, avec la volonté de travailler des projets éducatifs qui travaillent toute la vie de l'enfant, mais qui travaillent aussi les différents temps de l'enfant, à la fois le temps familial, le temps scolaire, mais également le temps de loisir de l'enfant. Donc notre action, elle se matérialise ou elle se décline dans l'animation en fait de l'ensemble des acteurs d'un territoire au service du projet éducatif du territoire. Peut-être évoquer le fait aussi qu'on considère que l'éducation est une responsabilité collective qui n'est pas, vous l'avez compris, de la seule responsabilité de l'école, mais qu'on travaille sur la mise en place d'alliances éducatives sur les territoires, avec un enjeu, c'est de placer l'enfant et le jeune au cœur de la démarche et bien entendu les familles. Donc on est vraiment dans cette logique d'un service public local d'éducation qui s'inscrit en réponse aux besoins éducatifs de l'enfant et du jeune sur un territoire. Vous évoquiez le fait que les fonctionnaires intervenaient effectivement dans des territoires où l'éducation représentait 50% des budgets. Donc effectivement, nous sommes au cœur de la préparation budgétaire, mais en lien étroit avec les élus, évidemment. Et donc, on est vraiment dans un binôme de travail avec les élus locaux. Et c'est au niveau de l'association, ce binôme se retrouve dans le partenariat qu'on mène avec le réseau français que vous venez d'auditionner, mais également avec France Urbaine, que vous avez auditionné hier, il me semble, la MRF ou encore l'AMF. Donc on a cette déclinaison, on va dire, ce partenariat local se décline aussi dans la façon dont, au sein des réseaux, on travaille aussi de manière très étroite. Voilà sur la présentation de l'association. Je ne sais pas si vous voulez d'autres éléments ou si ça vous convient. Peut-être on va dire en introduction, avant de passer aux questions, évoquer le fait qu'effectivement dans les territoires, on est dans une situation particulière en termes de croissance démographique, ou plutôt de décroissance démographique, avec une baisse des naissances qui est très importante. On était à plus de 830 000 naissances en 2010, on est à 663 000 naissances en 2024, soit une baisse de près de 20%, qui va donc se décliner de manière tout à fait opérationnelle dans l'ensemble de nos services publics, au niveau des collectivités, et sur l'ensemble des collectivités. C'est-à-dire, c'est déjà cette baisse de la natalité un élément qui se répercute sur nos services publics de la petite enfance, avec
dans certaines collectivités des listes d'attente qui étaient particulièrement importantes précédemment et qui aujourd'hui se réduisent, qui amènent à réfléchir dès la petite enfance à l'utilisation de nos bâtiments communaux. Et sur la question qui nous intéresse plus particulièrement, on est bien entendu dans une lecture assidue du rapport de l'ADEPE d'avril 2026 qui nous annonce 1,7 million d'élèves en moins d'ici 2035, ce qui est une baisse sans précédent de 21 à 26% des effectifs dans le primaire. Donc pour nous qui représentons majoritairement des villes, on est dans un travail déjà d'anticipation à la fois sur la façon dont on va construire ce service public en ayant à cœur de maintenir ce service public de proximité. C'est sur cette base que s'est construit le service public d'éducation, d'avoir une école par village. Et on est très soucieux qu'on soit dans un village ou dans un quartier politique de la ville, de maintenir cette proximité du service public d'éducation dans ce contexte de décroissance démographique. Et j'évoquais la question des villes, mais cette décroissance démographique, elle va aussi impacter le fonctionnement des conseils départementaux. Parce que si, dans un premier temps, effectivement, l'impact se situe plutôt sur la petite enfance et sur le secteur primaire, il est évident que le secondaire va également être impacté par cette baisse démographique. On voit certains départements, par exemple, qui, jusqu'à présent, avaient anticipé des constructions de collèges qui sont en train de les remettre en question au regard de cette évolution démographique. Peut-être ce qu'on peut évoquer, c'est qu'on est quand même dans une situation d'une baisse qui est très inégale en fonction des territoires, avec des territoires urbains qui sont plus impactés, et vous avez déjà dû l'évoquer, Paris notamment, qui subit une baisse de 30% de ses effectifs, donc avec cette dimension cumulée de la baisse démographique et puis de l'évitement vers le secteur privé. Donc Paris est un territoire particulier. On voit une baisse démographique aussi qui est plus importante sur les départements nord et sur les départements de l'Est. Et on va dire un maintien de la démographie ou d'un dynamisme démographique sur les départements ultramarins, notamment sur la Guyane, Mayotte et la Martinique, mais qui sont un peu une exception au regard de la situation actuelle. Peut-être évoquer, puis ensuite je reviendrai, on vous laissera peut-être revenir sur les questionnements, le fait qu'on est particulièrement soucieux de porter, je pense qu'un certain nombre de nos collègues élus ou associations d'élus ont déjà porté, le fait qu'on pourrait se dire moins d'enfants, c'est moins de dépenses publiques. Ça pourrait être effectivement une équation assez simple à résoudre. La question qu'on a envie de poser, c'est est-ce qu'on veut convertir ces gains démographiques en économie budgétaire ou en investissement éducatif. Nous, notre position, vous l'imaginez, c'est bien entendu d'être plutôt dans une dynamique d'investissement éducatif, et parce que les premières années de vie de l'enfant, de la scolarité, sont décisives dans sa réussite du futur. Et on pense qu'aujourd'hui, c'est pas uniquement qu'on le pense, c'est qu'on le note, le service public d'éducation, qui a pour enjeu la question de l'égalité des chances et de réduire les inégalités sociales et territoriales, ne répond pas complètement à son ambition. Et donc c'est pour nous l'occasion, cette baisse démographique, de réinterroger le service public d'éducation, d'accompagner sa transformation vers un service public qui soit réellement inclusif et qui accompagne la réduction des inégalités à la fois territoriales et sociales. C'est pour nous l'occasion, quand je parlais d'inclusion, c'est de pouvoir construire un service public qui permette effectivement de répondre aux enfants à besoins particuliers, de répondre aussi aux enjeux d'inclusion auxquels on ne répond pas aujourd'hui sur les territoires, alors que les besoins sont croissants. C'est aussi ce qu'on a envie de partager avec vous, le fait que cette situation de baisse démographique, elle ne signifie pas, ou elle ne correspond pas à une baisse des besoins sur les territoires, des besoins éducatifs. Les besoins éducatifs sont de plus en plus prégnants au regard effectivement des besoins des enfants, j'évoquais les enfants à besoins particuliers, au regard aussi des besoins des familles et au regard de cet enjeu de proximité. Aujourd'hui, dans les collectivités,
en milieu rural ou en quartier politique de la ville, ou de manière générale, en milieu urbain également, l'école est souvent le dernier représentant de l'institution publique. Et quand je parle de l'école, je parle bien entendu de l'école au sens large. C'est à la fois l'école avec les enseignants, mais c'est également tout ce qui est organisé autour de l'école, qui correspond aussi à un service public d'éducation, de la restauration scolaire, les temps du matin, le temps de l'organisation du temps de loisirs de l'enfant. Donc voilà, on est particulièrement soucieux de ne pas être dans une équation arithmétique, mais bien d'être dans une dynamique d'investissement et puis d'accompagnement, effectivement, des besoins des familles et des enfants qui sont de plus en plus importants sur les territoires. Voilà, en introduction, je peux peut-être laisser... Non, juste me présenter, effectivement, Gabriel Fraga, vice-président de l'ANDEV et directeur général d'une commune de l'Essonne. Merci, monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci, madame la présidente, pour votre présentation initiale. Peut-être ma première question, elle concerne votre évaluation de l'utilisation qui est faite ou pas par l'éducation nationale des compétences qui existent dans les collectivités. Et je pense en particulier aux plus grandes d'entre elles. On l'évoquait avec l'interlocutrice précédente. Un certain nombre de grandes collectivités ont des services démographiques qui ont déjà établi des projections, etc. Est-ce que finalement cette richesse-là, cette connaissance locale, cette compétence, est-ce qu'elle est correctement utilisée? Et je pense notamment au moment de la construction des cartes scolaires, aussi pour éviter les effets yo-yo, vous savez, on ouvre, et puis une année on ferme la suivante, etc. Globalement, oui, l'ingénierie, elle existe sur beaucoup de territoires. De là à dire que le sujet de la prospective est aujourd'hui un sujet très partagé avec l'instance éducation nationale. Je vous avoue que je n'irai pas jusque-là sur le sujet. Il y a aujourd'hui, du côté des collectivités territoriales, forcément une anxiété par rapport à cette baisse démographique, le questionnement de beaucoup d'élus de se dire comment on va transformer notamment tout le sujet bâtimentaire, mais tout simplement le sujet éducatif par rapport aux enfants du territoire sur le sujet. Donc c'est vrai que beaucoup de territoires en ce début de mandat municipal se sont lancés dans une prospective scolaire, soit en interne parce que ils ont les compétences et l'ingénierie selon la taille des collectivités, soit en utilisant tous les professionnels externes à la collectivité, les cabinets spécialistes de la prospective scolaire, pour essayer d'avoir une vision la plus claire possible de l'évolution des effectifs pour le mandat municipal qui s'étirera jusqu'à 2032. Sur l'élément lié à la relation avec l'éducation nationale, on est quand même dans une réalité, on ne va pas se mentir, où aujourd'hui, et on n'a aucun doute que les choses vont s'améliorer, on est quand même dans une vision très annuelle du sujet du côté de l'instance éducation nationale sur les territoires, c'est-à-dire que globalement, 2 ou 3 rendez-vous par année scolaire avec les représentants de l'éducation nationale, en l'occurrence l'inspecteur ou l'inspectrice de circonscription, pour faire un point sur les effectifs de l'année qui arrive. Donc le premier rendez-vous est souvent au cœur de l'automne pour la rentrée qui va suivre sur le sujet. Donc on est vraiment sur une étude collective, ou en tout cas un échange d'informations sur comment chacune des deux entités est en train d'avoir une bonne perspective des effectifs, et on compare nos chiffres, on les ajuste par rapport à tout ça. Donc un nouveau rendez-vous globalement au cœur de l'hiver, et puis globalement à la fin du printemps, l'information du maintien du nombre de classes, ou d'une ouverture ou d'une fermeture sur le sujet. Donc on est quand même sur une relation avec l'éducation nationale qui semble quand même très annualisé, trop annualisé, puisque globalement, un projet municipal, il s'inscrit dans le temps, et il s'inscrit au moins sur la durée du mandat pour lesquels les administrés ont choisi une équipe municipale sur le sujet. C'est-à-dire que sur le sujet de ce maillage scolaire, on ne prend pas assez en compte aujourd'hui tout le sujet qui est lié à la dynamique d'un territoire, à la politique de population, à la volonté de développer des nouveaux services publics, au sujet de la mobilité des territoires, quels qu'ils soient ruraux, périurbains ou urbains sur le sujet. C'est-à-dire qu'on a vraiment un choc des horloges, si je puis dire, sur le sujet, où on a une instance départementale qui est dans une vision, en tout cas officielle vis-à-vis des collectivités,
de gérer la rentrée qui arrive quand le territoire se projette sur 6 ans sur le sujet. Donc effectivement, c'est peut-être cet alignement-là qu'il faut aujourd'hui améliorer, c'est-à-dire être dans une dimension bien entendu d'étude des chiffres, puisque c'est aussi un pragmatisme de base qu'il faut avoir sur le sujet, mais les chiffres ne disent pas tout, et les chiffres ne traduisent pas notamment tout ce qui peut être une dynamique territoriale en tant que projet municipal de développement d'une politique effectivement d'urbanisme, d'une politique culturelle, d'une politique tout simplement éducative sur le sujet. Donc c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête sur la réflexion qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire d'essayer de retrouver un bon alignement des calendriers et des échanges au niveau calendaire sur le sujet. Peut-être justement dans la continuité de ce besoin de retrouver l'alignement, est-ce que vous avez des pistes concrètes sur l'évolution de la gouvernance de cette politique éducative, puisqu'elle a la particularité d'avoir une dichotomie très forte entre des collectivités qui portent les investissements, bâtimentaires notamment, et puis une éducation nationale qui décide de l'allocation des moyens, notamment humains, d'enseignement, ce qui crée parfois de vraies aberrations au moment de la carte scolaire. On a des collectivités qui ont beaucoup investi, en se projetant justement sur le temps long. Vous parliez de choc des horloges, je pense que c'est une formule qu'on va retenir. Et puis de l'autre côté, l'éducation nationale qui peut retirer des moyens, y compris à des endroits où les communes ont fait beaucoup d'efforts. Donc est-ce qu'il faut changer les règles de fonctionnement des grandes instances, le CDEN, les conseils d'école? Est-ce que vous avez des pistes là-dessus? Je dirais que les pistes, elles se situent dans le croisement de l'information et dans le croisement des données. C'est-à-dire ce qu'on évoquait sur l'organisation, la gestion de la carte scolaire s'analyse différemment en fonction des territoires. Vous avez des territoires qui vont effectivement avoir une ingénierie en termes de démographie scolaire, c'est plutôt les grosses collectivités, et des territoires qui n'ont pas les moyens. Enfin, quand vous avez une école sur un territoire, vous avez peu de cadres territoriaux, vous avez éventuellement un secrétaire de mairie. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'arriver effectivement à ce que l'État, ou en tout cas les services de l'État, puissent aussi accompagner la prospective scolaire sur l'ensemble des territoires, pour accompagner les perspectives d'investissement, quel que soit le niveau de la commune. Et ça, je pense que c'est dans les premiers éléments de perspective, il y a cet élément de produire de la donnée, de fournir de la donnée et d'expliquer en fait la dynamique dans laquelle nous sommes, parce que les collectivités sont confrontées à cette baisse de la démographie scolaire au sens de la natalité, on va dire, parce que ça s'inscrit dans toute la politique publique, mais dans le même temps vont être confrontés aussi à la gérontocroissance, c'est-à-dire à un besoin aussi supplémentaire de la population. Donc en fait, il y a toute une adaptation globale du service public à rendre. Sur la façon, effectivement, sur les pistes en termes de croisement, donc le fait déjà de croiser de la donnée, d'être dans l'anticipation, c'est aussi la dynamique dans laquelle semble être le ministre actuel de l'Éducation nationale, donc avec l'expérimentation sur les 18 départements, qui vise effectivement à pouvoir à la fois produire de la donnée, c'est ce que fait l'ADEPE, c'est ce que le ministre met en perspective avec cette projection à 10 ans sur l'ensemble des territoires, sur la mise à disposition aussi de données directement auprès des collectivités, et sur cette expérimentation, parce que la question du croisement de données, elle ne peut pas se faire sans la question du dialogue. Donc c'est important aussi d'avoir des espaces de dialogue. Alors, comme le disait Gabriel Fraga, qui peut passer effectivement par l'IEN, mais il y a aussi un enjeu de pilotage, de formation, de sensibilisation des maires et des collectivités sur l'ensemble du territoire. Donc ce croisement de données et ce dialogue, il doit se mettre en place à différents niveaux. Ça, c'est peut-être le deuxième point important, cette question du dialogue, parce que c'est aussi prendre en compte les spécificités d'un territoire. On ne peut pas avoir une analyse, comme on le disait, mathématique, arithmétique. Chaque territoire, non seulement par sa géographie, a des enjeux différents. Donc ce dialogue, il doit permettre de prendre en compte cette géographie différente. C'est
On n'est pas dans la même dynamique si on est dans les territoires ultramarins, en montagne ou en région parisienne. Et prendre aussi les enjeux spécifiques du territoire. Je pense aux besoins éducatifs d'un territoire. On a dans certains, je reviens sur la question de l'inclusion, je reviens sur la question du projet éducatif de territoire. Et l'enjeu pour nous dans ces prises de décision, c'est aussi qu'on puisse croiser, en fait, non seulement la dimension du nombre d'élèves, de la géographie, mais aussi des enjeux et des besoins éducatifs du territoire, avec cette volonté à la fois de maintenir ce service public de proximité, mais également que ce service soit réellement accessible et qu'il prenne en compte les enjeux liés aux inégalités territoriales. Donc c'est le croisement de données, deux, la question d'un dialogue renforcé avec les territoires qui n'existe pas forcément. Aujourd'hui, on est encore informé de fermeture de classes. On va dire, là, on a été dans la période. C'est-à-dire qu'en mars, vous avez les premières perspectives. Les maires, les parents d'élèves vont parfois s'insurger, mettre en place des dynamiques pour contrer ça. Et ensuite, vous avez le couperet qui tombe au mois de juin sur le nombre définitif de fermeture et d'ouverture, comme vous le direz, qui ont des impacts sur la question du bâti scolaire, donc la question de l'anticipation d'une vision à long terme qu'on a dans les territoires. C'est-à-dire que nous, on travaille des prospectives à 10-15 ans qui intègrent effectivement la question de la natalité, mais qui intègrent aussi l'urbanisme, les enjeux d'urbanisme et de construction. Donc c'est important d'avoir ce croisement et puis cette mise en dialogue avec les acteurs locaux de l'éducation nationale. Oui, en léger complément, l'État garde la responsabilité, bien entendu, des emplois enseignants, mais cette solution, comme le disait Mme Mérien, elle doit être construite avec les territoires. L'éducation nationale, on n'a aucun doute sur le sujet, gère les effectifs, la pédagogie, les moyens, mais les collectivités ont cette réalité de gérer l'urbanisme, le logement, la capacité à accueillir les enfants sur le sujet de la restauration et du périscolaire. Je suis obligé ici de porter la parole de nos adhérents. L'école est très importante. C'est une des institutions les plus importantes. Mais ne mettons pas le périscolaire de côté, même s'il est aujourd'hui sur beaucoup de territoires discuté pour des éléments assez graves sur le sujet, qui nécessitent effectivement une professionnalisation, une qualification assez importante. Mais le périscolaire, l'enfant aujourd'hui, il va à l'école 144 jours par an. Il y passe 970 heures. On a beaucoup d'enfants sur tous les territoires. Tous les territoires, je peux vous assurer qu'on pense avoir une visibilité assez importante de la diversité des territoires. On a des enfants qui sont là au périscolaire le matin, de 7h30 à 8h30. On a beaucoup d'enfants qui mangent sur les cantines scolaires le temps du midi. Et on a toujours des enfants qui sont souvent les mêmes, qui sont là depuis le matin, qui sont là également sur le périscolaire du soir et les mercredis. Si je rajoute les vacances scolaires, parce que parfois il y a également des enfants qui ne vont pas en vacances, et c'est aussi une proportion non négligeable, ces mêmes enfants, ils ont accès au périscolaire et à l'extrascolaire 1900 heures par an. C'est-à-dire que derrière un maillage scolaire qui nécessite parfois d'ouvrir et de fermer des classes, ça a un coût territorial. On parle souvent de l'économie que ça peut générer. C'est pas parce qu'une politique publique génère une économie qu'elle ne génère pas un coût pour les collectivités territoriales. Et mine de rien, une classe qui ferme, ça peut remettre en cause, en termes de dépenses, le sujet du périscolaire. Ça remet en cause également le sujet parfois du transport scolaire, parce qu'il va falloir parfois amener des enfants beaucoup plus loin que l'école qui devait être celle de la plus grande proximité avec leur adresse. Et puis c'est également tout le sujet du périscolaire qui va être beaucoup moins éducatif que ce qui était prévu, parce que forcément, un enfant qui va changer de territoire pour aller à l'école va être un enfant qui va se lever plus tôt, va être un enfant qui va être du coup sur l'année beaucoup moins disponible aux enseignements de l'école et aux apports éducatifs du périscolaire. Donc ça aussi, c'est un élément qui est intéressant à voir dans la réflexion qui est la nôtre. Le sujet de l'observatoire, l'ODRT, est également un élément important, puisque dans toute la réflexion qui peut exister, vous parliez du sujet de la gouvernance, voilà une institution qui, sur le papier, a un grand intérêt pour tout le monde. C'est-à-dire que l'Observatoire va avoir la compétence pour assurer un diagnostic logiquement partagé et prospectif, avec logiquement un périmètre qui semble assez large sur le sujet. Est-ce que ces travaux-là, ce qu'ils vont produire, va avoir une influence sur la carte scolaire? Et c'est ça qui va être assez intéressant sur le sujet. Vous parliez également de la CDEN, la Commission départementale de l'éducation nationale.
Là aussi, aujourd'hui, on n'a aucun souci à vous donner les informations de notre territoire, de qu'est-ce que la rentrée 2026 sur nos territoires en termes d'ouverture et de fermeture de classes. Par contre, cette information brute, si je peux vous la donner, la mécanique qui existe en coulisses, je n'ai pas d'éléments. Je ne sais pas réellement tous les éléments qui peuvent exister et qui amènent à toute la réflexion, à part, bien entendu, les éléments du nombre d'élèves par classe, des seuils qui peuvent exister, qui sont, selon les années, plus ou moins flexibles, ce qui peut être un petit peu étonnant du côté des collectivités territoriales. On sait, par culture professionnelle, que, oui, globalement, il y a des indicateurs comme le nombre d'enseignants par département par une centaine d'enfants, ou tout simplement le nombre d'enfants par classe, mais toute l'ingénierie qui doit exister derrière, on n'a pas le retour sur le sujet. Et effectivement, si on veut créer non pas une coordination, mais une gouvernance qui est partagée, il faut que les règles du jeu soient partagées et il faut plus encore qu'on prenne l'ensemble de tous les sujets qui gravitent autour du sujet d'une carte scolaire. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est également la dynamique d'un territoire. Et je peux vous assurer que tout territoire, quelle que soit sa taille, a forcément une dynamique. Merci beaucoup. Question suivante sur peut-être ce que vous pourriez apporter en termes d'exemples territoriaux à la mission d'information, d'exemples particulièrement intéressants, innovants, qui fonctionnent sur plusieurs sujets dans cette confrontation entre le maillage scolaire et le défi démographique. Je pense à la question de la sectorisation. Est-ce que finalement on a des endroits où on arrive à dépasser peut-être la limite communale stricte ou alors où on a repensé la sectorisation pour faciliter aussi par exemple la mixité scolaire, des exemples particulièrement parlants. Je pense aux usages mixtes des bâtiments scolaires, puisque parfois la démographie fait qu'un peu de place se libère dans l'école, mais il y a aussi plein d'autres besoins et vous en avez évoqué certains autour du périscolaire. Je pense aux questions de fusion entre école maternelle et école primaire, et peut-être d'autres auxquelles je ne pense pas et que vous pourriez justement porter à la connaissance de cette mission. Premier élément sur lequel moi je peux vous apporter quelques éléments. Bien entendu, le sujet de la sectorisation scolaire, qu'il ne faut pas confondre avec le sujet de la carte scolaire. La sectorisation scolaire est bien le sujet de dans quelle rue j'habite et du coup dans quelle école je vais aller. Sur le sujet, c'est effectivement beaucoup de territoires qui justement essayent de créer par cette sectorisation scolaire les sujets de la mixité. Effectivement, dans les territoires qu'on peut valoriser et qu'on a sollicité auprès de nos adhérents, je parlais tout à l'heure de l'observatoire, l'ORDT, par exemple à Rieux-la-Pape, aujourd'hui, la circulation d'informations permet justement d'avoir une volonté collective de travailler le sujet de la sectorisation, comme c'est le cas également à Ajaccio, avec effectivement tous les éléments, les spécificités et singularités en termes géographiques du territoire d'Ajaccio, où justement l'observatoire il améliore la circulation de l'information et de la connaissance des spécificités des uns et des autres. Sur le sujet également de comment on peut rendre ce sujet anxiogène de la baisse de la natalité en France comme un levier positif. Et mine de rien, on n'a aucun souci du côté de l'ANDEV à estimer que cette baisse de la natalité et cette baisse démographique peut générer vraiment des leviers d'action assez intéressants. Je vais prendre un autre exemple, celui de la ville de La Ciotat. La Ciotat, comme beaucoup de villes ces dernières années, a misé sur ces bâtiments scolaires qu'ils ont modernisés, ils ont mis des espaces numériques dans les classes, ils ont rénové les écoles, ils ont fait plein de choses, sauf qu'il y a un moment où effectivement cette baisse démographique, elle peut s'imposer au territoire sur le sujet. Qu'est-ce qu'on fait quand on est maire ou qu'est-ce qu'on fait quand on est fonctionnaire et qu'on est là pour, en toute humilité, accompagner les élus à la décision qu'il faut prendre. Voilà un territoire qui a pris le sujet d'une manière positive. Il y a des classes qui étaient devenues, du coup, inoccupées dans les écoles. Les enjeux ne manquent pas dans l'éducation.
Je fais une petite parenthèse sur le sujet. L'école, on lui demande beaucoup de choses ces dernières années. L'école, on lui demande de faire 30 minutes de sport par jour, on lui demande d'éveiller les enfants au développement durable, on demande à l'institution scolaire d'être vigilant et de créer tout le sujet de la prévention sur le harcèlement, de travailler sur l'égalité des genres, plein de choses sur le sujet, et bien entendu le sujet de l'inclusion qui nous tient aussi particulièrement à cœur. Et bien justement, à la Ciotat, plutôt que d'avoir 2 salles bêtement vides ou 2 ou 3 salles de classe qui deviennent des espaces de stockage, puisque, vous le savez mieux que moi, la nature déteste le vide sur le sujet, et ben ils ont intégré un IME dans leur école pour faire une vraie école inclusive, c'est-à-dire avoir vraiment au sein de l'école une école avec les enfants ordinaires et puis une institution au cœur de l'école avec les enfants extraordinaires. Et ces enfants, ils vont passer des temps de récréation, des temps de cantine, certains temps d'enseignement tous ensemble, et puis on va respecter aussi leur singularité. Il y a des moments où ils seront sur des enseignements adaptés justement à leurs besoins sur le sujet. C'est aussi un exemple qui est très intéressant de se dire qu'aujourd'hui, des écoles qui se vident, c'est pas parce qu'on a des écoles qui ont moins de classes qu'il faut se dire est-ce que c'est des écoles de trop. C'est des écoles qu'on peut totalement réattribuer dans des nouvelles missions. Et mine de rien, le sujet de l'IME, l'Institut médico-éducatif qui se met au cœur des écoles, ça a du sens. Mettre des unités maternelles autistes également, des unités élémentaires autistes encore plus sur le sujet. C'est peut-être également développer dans les écoles et les établissements scolaires tout simplement ce qu'on peut appeler des salles Snozellen. On sait très bien que le sujet de la santé mentale et du bien-être mental est un enjeu qui est très important aujourd'hui dans nos actualités. Avoir mine de rien une salle où on va pouvoir décharger émotionnellement, recharger les batteries pour être totalement disponible de nouveau aux enseignements, c'est aussi des exemples de territoires qui sont résilients, même si le terme est souvent galvaudé aujourd'hui, qui sont résilients et qui arrivent à positiver par l'ambition politique d'un territoire ce choc démographique qui s'impose à nous sur le sujet. En complément, effectivement, sur la question des mutualisations, les collectivités sont déjà engagées, j'ai envie de dire, dans cette réflexion sur l'utilisation du bâti. Vous évoquiez que 50% du budget d'une collectivité est consacré à l'éducation et une grosse partie de son budget d'investissement est dédiée à la gestion des établissements scolaires, nécessairement. Donc on a un enjeu d'optimisation en fait de nos mètres carrés et d'interroger aussi la façon dont on continue à faire vivre nos écoles. Alors il y a déjà des collectivités qui sont engagées. La question des cours Oasis, je vais prendre l'exemple de Paris, qui ouvre en fait ces cours Oasis à l'ensemble des habitants sur le week-end. Donc ça veut dire qu'on mutualise aussi un investissement éducatif pour en faire un investissement de proximité accessible à l'ensemble de la population. Vous avez aussi, on l'a évoqué, l'accueil de structures petite enfance dans les écoles, donc qui travaillent aussi cette question de la passerelle. Donc c'est l'exemple par exemple de la ville de Clamart, de Brest aussi qui s'est engagée dans cette démarche-là. Des enjeux aussi qu'on peut trouver de mutualisation d'espace. Je pense à la ville de Bondy qui a déjà plusieurs années créé une bibliothèque qui est une bibliothèque dédiée sur le temps scolaire aux enfants, mais qui est une bibliothèque ouverte à l'ensemble de la population au cœur du quartier. Donc cet enjeu en fait de faire de l'école, toujours avec un grand E, un équipement structurant et un équipement de quartier, c'est quelque chose dans lequel les collectivités se sont déjà largement engagées. On trouve aussi des écoles dans lesquelles on va trouver des salles accessibles à la population pour pouvoir y faire des manifestations familiales. Ça peut être les lieux de restauration ou ça peut être des salles qui sont aussi ouvertes aux associations. Avec tout ça, c'est bien organisé, on gère effectivement les enjeux de sécurité, mais cette question de la mutualisation des espaces, c'est quelque chose dans lequel les collectivités d'optimisation des mètres carrés sont déjà engagées. J'ai envie de parler aussi de la ville de Rennes qui a travaillé un projet de chronotopie, c'est-à-dire qui travaille en fait l'utilisation de ces espaces sur les différents temps, en ne dédiant pas un espace à une seule utilisation, mais en ayant une réflexion sur la façon dont, en fonction des différents usages, on peut utiliser de différentes façons un même lieu.
Ça suppose ça, parce que tout ça, en théorie, effectivement, ça paraît pertinent, ça paraît aussi rationnel, on va dire. Maintenant, il faut aussi accompagner l'évolution des usages, parce que l'école a été construite comme une école de proximité, mais a aussi été construite comme une forme de sanctuaire dans laquelle on avait du mal à faire rentrer aussi la population, les parents, les familles. Donc c'est aussi un accompagnement pour nous en tant que collectivité de la communauté éducative pour pouvoir travailler cette mutualisation et pour pouvoir faire coexister différents publics au sein d'un même espace. Mais je pense que c'est important que l'école s'ouvre de manière générale. Il y a différentes structures scolaires, des collèges notamment, qui ont déjà fait ce travail d'ouverture auprès notamment des familles. C'est particulièrement important que l'école puisse aussi être accessible à l'ensemble de la population d'un quartier ou en ruralité, il y a les mêmes enjeux. Sur la question de la sectorisation, on a un enjeu très fort dans ce contexte de baisse de la démographie scolaire, de rassurer sur la capacité du service public à conduire un service public de qualité. Et je crois que les villes se sont engagées aussi sur cette question de la mixité et sur la valorisation de l'école publique, en fait, à travers la rénovation du bâti. Je pense particulièrement au conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui est confronté aussi à cette... Pour le moment, on est dans une stabilité démographique, mais a aussi cette réflexion sur le devenir des différents collèges et travaille effectivement pour limiter le départ des enfants, pour maintenir cette dynamique de mixité scolaire, parce que les enfants qui quittent le public pour aller vers le privé, c'est en général ceux qui favorise une mixité scolaire, une mixité sociale, notamment au sein des équipements. Et il y a un gros travail qui a été fait par un jeu d'options, par un jeu, alors c'est pas un jeu, mais par une répartition des options, travaillées avec le DAZEN et le rectorat, un travail sur le bâti également, pour identifier en fait les points noirs qui existent sur le bâti et de valorisation à la fois du contenu pédagogique, mais aussi des conditions d'accueil. Et ça, je pense que c'est des éléments sur lesquels l'ensemble des collectivités ont à travailler, au regard aussi des enjeux de transition, pas démographique d'une part, mais surtout de transition écologique auxquels on a aussi à faire face. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais apporter comme complément. Oui, on touche à un élément important du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire d'une certaine façon des moyens libérés par la baisse démographique. Et c'est vrai que la question, ça va être, on baisse le nombre d'enseignants ou le nombre d'élèves par classe. On n'est pas là pour vous dire qu'il faut tout figer. Et nos adhérents nous ont demandé de porter un élément important sur cette commission. C'est d'étudier c'est quoi le dividende démographique sur le sujet. Quand il y a moins d'élèves, tout ne doit pas être un sujet d'économie, mais en tout cas, une partie doit être un investissement éducatif. Donc c'est ça aussi les éléments qu'on souhaite porter sur le sujet, ce dividende démographique. Qu'est-ce qu'on en fait qui est des aspirations dans la conjoncture économique atone dans laquelle nous sommes et une volonté d'économie, c'est entendable. Si on en fait une économie totale, ça devient très discutable sur le sujet. Donc c'est aussi pour ça qu'on porte avec beaucoup de plaisir toutes les opportunités, les expériences qui existent déjà sur le territoire et menées par des élus qui sont déjà dans l'après, entre guillemets, et le fait de trouver des solutions adaptées et faire de cette baisse démographique un vrai levier éducatif de qualité. Merci. Alors, on va passer aux questions des députés. Monsieur Tesson. Je vais essayer de plus concis que tout à l'heure. Vous aviez parlé, mais M. Fraga vient alors, ça a un peu tué la question que je voulais poser, mais Mme Mérien, vous avez parlé de la baisse démographique. On le sait tous maintenant, on est parti. C'est vrai que la note de l'ADEP d'avril est terrible. Hein. Paris, c'est moins 30% d'élèves du premier degré. Ça va... Très difficile. Mais moi, la question que je me posais, mais vous y avez un peu répondu, M. Fraga, c'est qu'on est quand même un pays avec 3500 milliards de dettes. L'éduc, c'est 63 milliards par an. Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour faire un effort dans cette baisse démographique? Parce que ça a été abordé. Il y a la reddition d'effectifs. Vous savez, dans le Nord, je suis député du Nord, il y a un truc inouï, c'est qu'on a amélioré d'un point le rapport entre le nombre d'enseignants et le nombre d'élèves. Et moi, qui suis un ancien d'Azen, je peux vous dire que ça, c'est un truc dingue qu'on ne voyait jamais avant. Mais l'autre question, c'est la question, par exemple, des salaires des enseignants. On pourrait très bien imaginer que ce gain, d'une certaine mesure,
puisse permettre une meilleure rémunération. Mais en gros, jusqu'où vous serez, à l'ANDEF, vous êtes prêt à aller pour accompagner cette baisse démographique? Pour revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure, je pense qu'il y a, vous l'évoquiez, il y a la question du nombre d'enfants par enseignant. Donc ça, effectivement, on voit déjà dans certains territoires qu'on est dans un rapport qui s'est amélioré. Donc ça, c'est un premier effet qu'on peut qualifier de positif en considérant que l'éducation, elle se construit avant tout sur la relation entre l'enfant et son enseignant et que c'est une condition primordiale et préalable à la mise en dynamique des apprentissages. Donc ça, c'est un élément effectivement qui nous semble intéressant, constitutif, mais non suffisant. C'est-à-dire que vous évoquiez la question de la rémunération. Oui, c'est nécessairement une interrogation qu'il faut qu'on ait au regard de la situation de crise dans laquelle sont les métiers de l'éducation. On voit que les enseignants, que les concours enseignants ont du mal à trouver preneurs, qu'on a des postes qui sont assez largement pourvus par des vacataires. Donc il y a une question, ça ne passe pas que par les rémunérations, mais il y a une question de valorisation des métiers de l'éducation. C'est valable pour les enseignants, c'est valable aussi pour les métiers qui sont qui sont complémentaires de l'éducation. Je pense aux animateurs, aux ATSEM, aux éducateurs de jeunes enfants. En fait, tous ces métiers qui sont des métiers de l'accompagnement, des métiers éducatifs qui en France sont insuffisamment valorisés au regard de la valorisation, en tout cas financière, qui peut être faite dans d'autres pays de l'Union européenne. Mais ça passe aussi par une reconnaissance qui est... j'ai envie de dire, une reconnaissance de l'expertise des enseignants sur les territoires. On est dans une organisation, et on l'a particulièrement vu sur ce mandat, vous l'avez évoqué, un mandat où on a eu plusieurs ministres, plusieurs orientations. Gabriel l'évoquait avec des formes d'injonction sur la façon dont le temps scolaire pouvait se remplir. Je pense qu'il y a besoin aussi à un moment de restaurer la question du dialogue entre le ministère et ses équipes et ses enseignants et de valoriser aussi les initiatives locales. Il y a énormément de choses qui se passent au niveau local, énormément d'initiatives en faveur de la réussite des enfants et des jeunes. Et je pense que cette reconnaissance, elle participe aussi, avec la reconnaissance financière, d'un mieux-être des enseignants. Et bien sûr, la question de la formation. Donc jusqu'où on devrait aller, c'est accompagner la transformation du service public d'éducation qui fait réussir ceux qui sont le plus en situation de réussite, c'est-à-dire qu'il y en a qui réussiraient, il y a des gamins qui réussiraient à peu près dans n'importe quelle condition, mais par contre qui en laissent certains sur le bord du chemin. Et l'idée, c'est aussi d'accompagner par la formation l'ensemble des équipes éducatives, avec des formations qui permettent aussi d'interroger la façon dont on enseigne, la façon dont on fait collectif. Et ça, ce serait mon dernier point, c'est la façon dont on laisse du temps au collectif. Et effectivement, laisser du temps au collectif, c'est du temps de travail qu'on libère pour qu'à un moment, la communauté éducative puisse travailler ensemble dans l'intérêt de l'enfant et le jeune. Et quand je parle de la communauté éducative, c'est bien sûr les enseignants, les principaux, les directeurs d'école, mais avec les animateurs, avec les ATSEM, avec, pourquoi pas, les éducateurs de jeunes enfants, dans une dynamique aussi de transfert de compétences. Donc je pense que c'est jusque-là nous en tout cas, ce qu'on souhaite porter, c'est le fait de prendre le temps de la réflexion pour accompagner les enfants qui aujourd'hui sont, comme le dirait François Dubet, un peu les vaincus du système, pour en faire des enfants et des jeunes épanouis et qui constituent pour la nation une opportunité et une chance. Allez-y, monsieur Fraga. Oui, monsieur le député, je vous remercie de nous donner l'opportunité de dire jusqu'où on va. J'aurais tellement de choses à vous dire, mais j'ai pas de mandat. J'ai pas de mandat sur le sujet, donc on va avoir beaucoup d'humilité sur la réponse. Par contre, la question qu'on a en tant que fonctionnaire, la remarque qu'on a en tant que fonctionnaire, en tant que technicien, en tant qu'ingénieur des politiques éducatives au service d'une équipe politique, ça serait de vous dire que, globalement, est-ce que réellement aujourd'hui, l'ambition qui doit être la nôtre, qu'on soit élu technicien ou parent, c'est de se dire combien on aura d'enfants dans 10 ans dans nos écoles ? Moi, je préférerais qu'on se pose la question de quel territoire éducatif on veut dans 10 ans.
Et la réponse, vous le doutez bien, elle n'est pas la même dans les Hauts-de-France. Et je suis né à Lille, monsieur le député, donc vous voyez là-dessus, les Hauts-de-France, forcément, vous voyez, comme quoi, c'est un élément qui est assez intéressant. Je le disais, les défis vont pas manquer. Les défis de la parentalité, les défis liés à la santé mentale, les défis liés à l'égalité, les défis liés à l'inclusion, les défis tout simplement liés au bien-être, au parcours éducatif, pour permettre à chaque enfant de pouvoir développer les potentiels qu'il a enfouis au fond de lui. Donc j'ai envie de vous dire que jusqu'où on va ? On va jusqu'à donner la parole au territoire pour essayer d'identifier c'est quoi leurs besoins. Parce qu'on pourra me dire ce qu'on veut, on ne fait pas la même politique éducative à la Chapelle d'Armentières, à 4 km du Bizet, ville belge de proximité, qu'on fait de l'éducation à La Rochelle, à Tignes, à Marseille, à Saint-Sébastien-sur-Loire, à Colombes. C'est pas la même chose. Bien entendu, il y a un socle commun. Mais il y a des singularités, des spécificités à prendre en compte, qui sont liées, bien entendu, à la dynamique d'un territoire, comme on l'a dit, mais qui sont liées aussi, tout simplement, à un besoin des familles et des enfants. Aujourd'hui, on a un outil qui est quand même extraordinaire, qui est démocratisé depuis maintenant 4 ans, qui est l'IPS. Quand même, l'IPS, ça nous permet de démontrer qu'au sein même d'un territoire, les fragilités ne sont pas les mêmes, les forces ne sont pas les mêmes, donc il y a un vrai besoin de pouvoir utiliser ce qu'on appelait tout à l'heure le dividende démographique pour justement singulariser davantage les politiques éducatives. Donc je vous réponds à votre question, monsieur le député, et si on allait jusque-là, chiche. Monsieur le rapporteur, je croyais que vous vouliez... Alors, voilà, vas-y, puis je le... Non, mais je parlais de la sectorisation, et merci pour les exemples. Deuxième sujet de carte qui est très différent, mais que je voulais évoquer avec vous, c'est la question de l'éducation prioritaire. Bon, il y a, je pense, un consensus pour dire que la carte d'aujourd'hui ne reflète pas les besoins d'éducation prioritaire. La question, c'est vous, est-ce que vous avez des pistes sur la manière de construire cette carte, y compris pour qu'elle soit dynamique et que la carte qui sera peut-être juste le jour où elle sortira puisse aussi évoluer, parce que les choses vont pas s'arrêter comme ça. Et puis, si je pousse le raisonnement un peu loin, est-ce qu'on a besoin d'une carte de l'éducation prioritaire ou pas, ou est-ce qu'on doit réfléchir justement à la manière dont on alloue le dividende de la baisse démographique sur une réduction beaucoup plus générale du nombre d'enfants par classe, par exemple? Aujourd'hui, déjà important de rappeler une évidence, c'est que l'éducation prioritaire, elle est indispensable, elle a un sens, c'est-à-dire que ça reste quand même, non pas une politique d'égalité, mais c'est mieux que ça, c'est une politique d'équité. D'équité sur le sujet, c'est-à-dire de donner plus à ceux qui en ont plus besoin sur le sujet des territoires assez fragiles. Par contre, effectivement, sur le sujet de la carte prioritaire, il y a quand même une adaptation qu'il va falloir envisager, puisque aujourd'hui, il y a quand même des écarts qui sont parfois lunaires entre la carte politique de la ville et la carte éducation nationale. J'ai travaillé sur un territoire il y a quelques années aux Ulysses, dans l'Essonne, où une école située à 800 mètres d'une autre n'était pas en REP, alors qu'elle avait les mêmes fragilités, les mêmes besoins. Donc ça, c'est quand même un élément qui est assez complexe à comprendre sur le sujet, avec des frontières qui parfois apparaissent un petit peu archaïques, alors que les territoires et les populations évoluent fortement. On sait très bien que la crise Covid a quand même généré des mutations et des besoins nouveaux sur le sujet. Donc c'est vrai que objectiver des indicateurs sociaux communs entre les QPV et les réseaux d'éducation prioritaire, ça aurait du sens. Dans tout ça, il va falloir effectivement recréer d'une certaine façon une formule qui a du sens, une formule qui répond, encore une fois, je suis désolé d'être redondant sur le sujet, qui va répondre à la singularité de chaque territoire, en utilisant l'IPS, encore une fois, qui reste un outil assez intéressant de diagnostic sur le sujet. C'est quand même pas désagréable de rappeler que les écoles en REP sont souvent sur un IPS autour de 60 à 80, quand globalement on devrait être autour de 100 sur le sujet.
le maillage économique qu'il faut identifier également sur le territoire, des indicateurs parfois très simples, le niveau de lecture d'un enfant à la fin du CP, à l'entrée en CE1. C'est des indicateurs qui vont peut-être permettre également de créer une cohérence sur le sujet. Le sujet, bien entendu, de l'inclusion, c'est tous ces éléments-là qu'il va falloir remettre, entre guillemets, autour des partenaires et du législateur pour essayer d'avoir une carte REP beaucoup plus adaptée à la réalité des besoins. On nous avait promis qu'il y aurait une réforme sur le sujet il y a quelques années, qui créait de la cohérence entre les cartes politiques de la ville et les cartes éducation prioritaire. Nous sommes obligés de regretter en 2026 que le sujet n'ait pas énormément avancé sur le sujet pour différentes raisons. Mais en tout cas, c'est vraiment un sujet dont il va falloir également s'emparer très rapidement. Et là aussi, le dividende démographique doit permettre d'avoir justement des moyens nouveaux pour avoir une politique plus personnalisée. Je vous rappelle que la réussite d'un enfant, ce n'est pas la réussite de tous les enfants. Avoir une politique éducative adaptée et singularisée, c'est une vraie mission de service public, qu'on soit État ou collectivité territoriale. Ouais, juste en quelques mots, l'éducation prioritaire, c'est une opportunité, c'est une chance pour les enfants qui sont en éducation prioritaire, les jeunes, mais c'est aussi une chance pour les équipes. Et je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, de faire commun. Elle donne des moyens, cette éducation prioritaire, pour à un moment créer du collectif au sein des équipes pédagogiques, pour créer des espaces de réflexion et des espaces d'innovation. Et ça, je pense que c'est un des atouts essentiels de l'éducation prioritaire. Après, effectivement, comme vous l'évoquiez, il y a la question de la sortie, de l'entrée, de la sortie, de la façon dont il faut accompagner. Je pense que sur l'entrée, certains territoires voient d'un bon œil l'entrée dans l'éducation prioritaire, excusez-moi. D'autres, beaucoup moins. Donc, c'est aussi de mettre en avant tous les atouts et les bénéfices pour les équipes pédagogiques, mais également pour les élèves. Et il y a la façon dont on accompagne la sortie. C'est-à-dire qu'il y a de vraies inquiétudes, en fait, sur des sorties qui soient des sorties brutales de l'éducation prioritaire, parce que, comme je vous le dis, c'est aussi des conditions de travail et des conditions d'exercer positivement son métier auprès des enfants des quartiers prioritaires. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut effectivement qu'on s'attache à ce que l'institution ne crée pas de situation de violence auprès des équipes et qu'on soit dans quelque chose qui accompagne cette transition et la sortie des dispositifs d'éducation prioritaire. Et pour rebondir sur ce que disait Gabriel, l'enjeu d'avoir aussi des cohérences territoriales et des cartes qui soient territorialement cohérentes sur les territoires, c'est ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Et c'est vrai que cette réforme de l'éducation prioritaire, je pense qu'on en parle depuis facilement une dizaine d'années. Je me souviens d'avoir été auditionnée il y a déjà très longtemps sur ces questions, d'avoir été réauditionnée, mais effectivement, on est dans l'attente sur les territoires d'une déclinaison opérationnelle. Juste, oui. Juste une observation, parce que effectivement vous parlez de quartier, aussi de QPV, etc. Mais c'est vrai que je crois qu'un des enjeux de la réforme, c'est aussi de mieux adresser les spécificités de la ruralité, les questions autour de la mobilité, etc. Parce que moi, je viens plutôt d'une circonscription rurale, et c'est vrai que c'est ce que vous disiez. J'ai individuellement des écoles qui, quand je regarde l'IPS, coche déjà en réalité la case REP. Et si en plus j'ajoute des spécificités qui sont propres à la ruralité, sur la question de l'accès à la culture, la mobilité de manière générale, et bien voilà, tout me dit que ça devrait être en REP, et pourtant ça ne l'est pas aujourd'hui, ça l'est très très peu en ruralité. Donc je pense que c'est un des grands enjeux aussi de la révision de la carte. Peut-être parenthèse. Si je peux me permettre, en essayant de ne pas trop vous énerver, si vous voulez être totalement crédible sur cette problématique, il faut que vous introduisiez la question des statuts des personnels. Vous ne pouvez pas considérer que tout change, le nombre d'effectifs, la dotation financière, etc., et imaginer que le statut des fonctionnaires, territoriaux comme nationaux, ne puisse pas changer. J'ai été maire pendant 19 ans, j'avais une adjointe communiste, merveilleuse. Elle me poussait à ne pas titulariser les ASEM. Et elle avait raison.
parce qu'on ne peut pas avoir 2 ASEM par classe. On était arrivé à un maximum d'une ASEM par classe. Et cette question-là du statut des fonctionnaires territoriaux, mais j'ajoute, et des enseignants, ce qui explique peut-être en partie le nombre de contractuels que l'on a dans le système éducatif. C'est quelque chose qui doit être pris en compte avec lucidité, avec l'esprit de protection, mais en même temps avec réalisme, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On parle beaucoup des bâtiments, on parle beaucoup des crédits globaux, on ne parle absolument pas des personnels et de leur nombre sur notre système éducatif. Monsieur Fraga. Non, vas-y. Bon, vas-y. Vous nous invitez à la lucidité, je vais en avoir beaucoup, Monsieur le Président. La lucidité, vous me parlez qu'il ne faut pas qu'il y ait 2 ATSEM par classe. Je suis totalement d'accord avec vous. Par contre, ne pas titulariser des agents qui font le travail d'un service public ambitieux qui répond à un besoin particulier, ça me gêne un petit peu plus. Et vous avez vu, je me mets même pas en colère. Je me permettrai pas. Peut-être qu'effectivement, voilà, je suis d'accord avec vous, pas 2 ATSEM par classe. Mais peut-être que cette ATSEM qu'on a titularisée, elle a assez de bon sens pour comprendre que quand le nombre de classes maternelles descend, non, on ne va pas maintenir les 2 ATSEM par classe parce que ça n'a pas de sens. Je suis d'accord avec vous. Mais peut-être que cet agent, et c'est la force de la fonction publique territoriale, c'est de créer des mobilités internes en son sein. C'est de pouvoir mettre en place des plans de formation qui vont faire de cette ATSEM peut-être une médiatrice, une professionnelle liée à la médiation, une professionnelle liée à la santé mentale, une professionnelle liée peut-être également au secteur médico-social. Aujourd'hui, moi j'ai aucun souci à vous entendre en nous disant à demi-mot qu'il y a peut-être trop de fonctionnaires territoriaux. Moi je vous répondrai qu'il manque beaucoup d'infirmières scolaires dans le primaire, dans le secondaire, que les écoles, les collèges, les lycées, sur beaucoup de territoires, auraient besoin de davantage de médiateurs culturels, sportifs, scientifiques, pour enrichir tous ces temps péri et extrascolaires. Et puis, parce que je suis un amoureux du périscolaire et du secteur animation, j'ai aucun doute également que cet ATSEM qui se retrouve en trop, en tout cas d'après vous, on pourrait l'accompagner pour devenir et faire la passerelle, peut-être, vers les métiers dont je vous ai parlé, mais peut-être vers le secteur animation, où on a besoin encore plus, aujourd'hui qu'hier, d'animateurs ou d'animatrices qualifiés, professionnalisés et qui s'engagent sur un territoire pour répondre justement à tous les défis qu'on a pu citer depuis le début de cette audition. Monsieur Fraga, ce que vous venez de dire est vrai dans les grosses communes. C'est pas vrai en milieu, dans les communes de taille plus modeste. Vous transformez pas une ASEM en infirmière. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai été maire 19 ans, président d'une intercommunalité 25 ans. Je suis jamais arrivé. Et il y a un point sur lequel nous devons méditer, c'est qu'il y a une fierté des personnels éducatifs, du système éducatif, et même, j'ai presque envie de dire culturellement, vous avez des personnels qui assument des tâches aujourd'hui d'ASEM et qui n'imaginent pas un seul instant de quitter cette fonction sans se sentir dévalorisés dans leur destin personnel et professionnel. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, je vous ai pas demandé, d'ailleurs, il ne s'agisse pas pour moi de provoquer une réaction, c'est pas votre cas, mais qui aurait été corporatiste. Ce que je veux simplement, c'est que, parce qu'on est en train de construire pour les 10 ans qui viennent, qu'on n'oublie pas cette dimension statutaire. Et c'est vrai, je l'ai dit pour les collectivités locales, mais c'est vrai aussi pour l'État. L'État est dans la même situation que les collectivités locales. Voilà. Je vais laisser la parole à Madame Maria dans un instant, mais c'est vrai que on va pas prendre effectivement la passerelle la plus complexe dans mon exemple d'ATSEM infirmière, quoique. Mais en attendant aujourd'hui, pour connaître beaucoup de territoires très ruraux, pour avoir le bonheur d'aller former, notamment en Bourgogne-Franche-Comté,
des fonctionnaires territoriaux qui effectivement sont pas forcément dans les mêmes conditions de travail que moi en région parisienne pour différentes raisons sur le sujet, pour des raisons spécifiques liées à la ruralité, parce que parfois eux ils ont des écoles où il y a 13 élèves dans la classe multiniveau sur le sujet, donc il y a des spécificités fortes sur le sujet. Je suis pas certain que cette ATSEM-là, on n'arriverait pas avec elle à trouver le cheminement qui ferait d'elle une excellente médiatrice socioculturelle, une excellente médiatrice scientifique. Il y a beaucoup de métiers, et plus que ça, il y a beaucoup de besoins sur les services éducatifs territoriaux. Alors, effectivement, je pense que la question du nombre de fonctionnaires territoriaux, c'est un sujet sur lequel les collectivités se penchent déjà depuis des dizaines d'années. C'est-à-dire qu'on anticipe, on fait de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On a, dans les grosses communes, vous l'avez dit, mais malgré tout, c'est pour ça de l'importance de croiser aussi les données disponibles avec les services de l'État pour l'ensemble des collectivités, pour faire ce travail d'anticipation des besoins en personnel. Mais c'est des choses sur lesquelles nécessairement on travaille. On est déjà en anticipation au regard aussi de nos pyramides des âges, du nombre d'ATSEM dont on va avoir besoin, du nombre d'animateurs dont on va avoir besoin, du nombre d'éducateurs de jeunes enfants dont on va avoir besoin. Et ça, on le projette sur la dizaine d'années à venir. Donc, le fait de rapprocher nos besoins de services publics au nombre de fonctionnaires existants, c'est quelque chose qu'on mène, en tout cas depuis que moi je travaille, et puis vous pourrez constater que je ne travaille pas depuis hier, mais déjà depuis quelques dizaines d'années, moi aussi. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours travaillé en tant que cadre dans les collectivités, et c'est quelque chose qu'on mène encore plus de front, enfin de manière importante aujourd'hui. Je pense par contre que sur la question de la titularisation, on n'accompagne pas, on ne crée pas en fait des acteurs éducatifs de qualité, sans formation, sans perspective de carrière notamment. Et donc, je pense que c'est important aussi de donner un espace de projection. Alors, le statut ou autre chose. En tout cas, aujourd'hui, c'est le statut. Il a été défini aussi en complémentarité de l'alternance politique, de la possible alternance politique sur les territoires. Donc, il s'est construit avec un sens dans les territoires, mais il constitue aussi la possibilité de se projeter dans sa fonction dans des conditions de travail, des conditions de formation qui sont aujourd'hui, en tout cas, des conditions positives. Les vacataires, je parlais des vacataires au niveau de l'éducation nationale, c'est peu dit, mais dans les territoires, on accueille quand même des enseignants, voire, on peut se le dire aussi, parfois des fonctionnaires territoriaux qui arrivent avec peu de formation. Est-ce qu'on est complètement efficace sans formation ? Je ne suis pas sûre. Dans le secteur éducatif, je pense qu'il y a besoin d'être accompagné parce que c'est une posture de responsabilité qui ne s'improvise pas complètement. Et le deuxième élément que je voulais évoquer, qui est un petit peu en dehors du champ de l'éducation, c'est aussi la façon dont les collectivités se retrouvent à prendre en charge des missions qui ne relèvent pas initialement de ses compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que collectivité, on est le dernier représentant, notamment les villes, de la République sur les territoires. Et là où avant, je pense notamment sur l'accompagnement psychologique, sur l'accompagnement social, où on arrivait à passer le relais à des professionnels autres, à des professionnels compétents dans les CMPP, dans les hôpitaux, dans les circonscriptions d'action sociale, auprès de la CAF. Aujourd'hui, venez sur un territoire, mais vous le savez, vous y êtes sur les territoires. Nous n'avons plus de relais, c'est-à-dire qu'on fait le premier accueil, le deuxième accueil et le troisième accueil. On n'a plus de possibilité d'assurer le relais vers les autorités ou les compétences. C'est-à-dire que là où avant on faisait que le premier accueil, aujourd'hui c'est terminé. Par exemple, dans un espace santé jeune, moi je travaille sur la ville de Colombes, aujourd'hui quand un jeune se présente en situation de détresse psychologique, on ne peut pas le renvoyer sereinement et rapidement vers une structure. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire cet accompagnement alors qu'on n'a pas les moyens et qu'on n'a pas forcément du personnel formé. La police municipale également. Voilà. Enfin voilà, beaucoup de fonctionnaires territoriaux, mais nous on ne demande qu'une chose, c'est assurer ce qu'on fait, notre premier accueil, et être en capacité derrière de pouvoir assurer un deuxième accueil avec les autorités compétentes. Merci Madame la Présidente. On va lever cette séance. Je crois qu'on n'aura pas d'audition avant.
La semaine du 4. La semaine du 4 septembre. Du 21, ah non, je crois. Du 21 septembre. La semaine du 21 septembre. On essaiera de vous adresser les invitations le plus rapidement possible. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette analyse, pensez à vous abonner à la chaîne IFP et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre opinion et à mettre un j'aime si ce contenu vous a plu. Vos réactions contribuent au débat et nous aident à développer la chaîne. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous et à très bientôt sur IFP.